Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je mets rien. Bon, bah, merci pour cette invitation. Et puis, Daniela, bravo pour le timing. Hein. Il est exactement 9h45. Et ça, c'est quand même rare dans les congrès. D'habitude, la première chose qu'on fait dans les congrès, c'est de perdre du temps. Alors, moi, je travaille en anesthésie pédiatrique à Jeanne de Flandre, mais il faut savoir qu'auparavant, j'ai travaillé 35 ans à l'Institut Gustave Roussy, qui est le 3e centre de lutte contre le cancer au monde. Il a été classé 3e cette année. Et on avait, à Gustave Roussy, on posait à peu près 2000 chambres par an depuis 1985. Donc, on a une assez grosse expérience de ces techniques. Comment ça passe, les diapos? Avec la flèche. Bon. J'ai une diapo de conflit d'intérêts, hein, c'est l'usage de présenter ces conflits d'intérêts. J'ai quelques collaborations, mais vraiment c'est minime avec Vigon Pérouse, c'est vraiment extrêmement minime. Sinon, je n'ai pas de conflit d'intérêts particulier. Alors, j'ai repris une des diapositives qui vous avait été montrée. Donc, sur les 166 signalements sévères et critiques à la NSM, et vous voyez que dans le top 4, c'est en premier les chambres à cathéter implantables. Ça m'avance bien, puisque c'était vraiment mon domaine. Ensuite, les cathéters veineux centraux, les prolongateurs, moi je ne m'y suis pas trop intéressé. Et puis les cathéters veineux périphériques. Donc du coup, j'ai sorti 3 exemples parmi dans ce fichier. 3 exemples qu'on va donc décliner. J'ai pris une chambre à cathéter implantable avec une rupture du cathéter et une embolie du cathéter. Un cathéter veineux centraux, en l'occurrence, j'ai choisi une tamponnade et un décès chez un nouveau-né prématuré porteur d'un cathéter épicutané au cave. Et enfin, pour les abords veineux périphériques, j'ai pris un midline parce que c'est un petit peu à la mode, les midlines. Et là, il s'agit d'une perte et d'une embolie du guide lors de la pose d'un midline. Alors, premier... Ah bah si, ça marche avec la souris, passer les diapos. Donc, le premier cas de figure, c'est la rupture à embolie de cathéter. Alors, voilà la déclaration telle qu'elle est présentée par l'établissement. Lors du retrait de la chambre implantable au cours de l'opération, etc., le docteur M a constaté la rupture de la tubulure dans la veine sous-clavière. La section est a priori ancienne. Au niveau de la rupture, le cathéter est aplati, ovalisé. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a un fragment de cathéter qui est parti dans la circulation, qui est parti soit dans le cœur, soit dans les artères pulmonaires, et il a été retiré en radiologie vasculaire. En général, les radiologues, ils arrivent à le faire. Dans l'immense majorité des cas, ils réussissent à le retirer. Nous, quand on en avait eu, dans 95%, ils arrivaient à le retirer. Alors, dans la déclaration, on a le diagnostic. C'est une rupture, c'est au niveau sous-clavier, et le cathéter, il est écrasé. Il est écrasé comme s'il avait été sollicité pendant une longue période. Et ça, il n'y a qu'une chose qui donne ça, c'est la pince costoclaviculaire. C'est un cathéter qui a été écrasé dans la pince costoclaviculaire. Voilà ce qui se passe. Vous avez un cathéter posé par un abord sous-clavier. Ici, vous avez la clavicule. Ici, vous avez la première côte. Et avec les mouvements, ça c'est la clavicule, ça c'est la première côte. Quand vous faites ça, ça fait ça. Donc voilà. Si le cathéter est coincé dans l'articulation, au bout d'une centaine de fois, il peut être rompu. C'est ce que vous voyez sur cette radio avec un cathéter qui manifestement est cassé au niveau de la pince costo-claviculaire, avec un morceau ici qu'on retrouve dans l'artère pulmonaire et qu'il va falloir aller chercher en radiologie vasculaire. Et quand on retire ces dispositifs, vous avez cet aspect typique qui a bien été décrit par le déclarant. Le cathéter est, vous voyez, aplati, ovalisé. On voit qu'il a été écrasé. Je vais juste voir si on peut mettre un pointeur, parce qu'on ne voit pas où vous pointez. Vous voyez pas ma... Ah oui, c'est bête, ça. Je vais mettre un pointeur. Là. Ah. Voilà, il est là. Donc, vous voyez, je reprends alors les radios rapidement, que dans la pince costoclaviculaire, vous voyez que le cathéter, il est dévié, il a un trajet qui est un petit peu anormal. Ça, c'est absolument anormal. Quand vous avez ça sur une radio, il faut se dire qu'il finira par se rompre, donc il faut le retirer. Ici, donc, je vous remontre le cathéter qui est sectionné au niveau de la pince costoclaviculaire, avec un morceau qu'on retrouve dans l'artère pulmonaire. Et ce que je vous disais, c'est le déclarant, il a bien décrit l'aspect du cathéter qui est aplati, qui est écrasé. On voit bien qu'il a été comprimé pendant des mois et qu'il a fini par se casser.
Alors, la pince costoclaviculaire, c'est quelque chose, du coup, maintenant je ne peux plus passer les diapos, voilà. C'est quelque chose qui est connu de longue date, puisqu'il y a une lettre circulaire de 1996 où le ministre de la Santé a été appelé sur des cas de rupture de cathéter. Bon, je vais aller un petit peu vite. Il s'agit d'une rupture secondaire au pincement de celui-ci dans l'espace costoclaviculaire, et il y a une recommandation. Enfin, il y en avait plusieurs, hein. J'ai gardé que celle-là. Une attention particulière doit être apportée, etc., etc. Il est recommandé de ponctionner la veine sous-clavière en dehors de la pince costoclaviculaire. Et cette recommandation, elle est généralement présente, même dans la majorité des cas, sur les notices des fabricants. Donc, non-respect d'une recommandation, non-respect de la notice du fabricant, c'est un mésusage. Alors, moi, je vais dire mésusage tout le temps parce que j'arrive pas à comprendre la différence entre erreur d'utilisation et mésusage. Donc, voilà. Donc, je dirais mésusage, et ça fait 3 jours que j'essaie de comprendre et je n'y arrive pas. Donc là, typiquement, on est dans un mésusage. Ah oui, c'est avec la flèche maintenant. Alors, il faut savoir que les déclarants, ils n'utilisent pas toujours les bons termes. Ça, quand j'étais à la FSAPS et qu'on regardait les dossiers, et ben, de temps en temps, ils parlaient de rupture, alors c'était une déconnexion, puis de temps en temps, ils parlaient de déconnexion, alors c'était une rupture. Donc, quelques exemples de déconnexion. Une déconnexion, ça veut dire que le cathéter, il s'est détaché de la chambre, et puis il a été embolisé. Vous voyez ici, le cathéter, il est ici, et il n'y a pas de morceau de cathéter accroché à la chambre. Quelques exemples de déconnexion, vous voyez avec la bague, ici vous avez une chambre avec la bague qui vient s'enfiler sur le raccord et qui tient le cathéter. Vous voyez que la bague elle est partie, peut-être qu'elle a été mal posée, j'en sais rien, et là le cathéter a figé le vent. Ça, c'est une radio, vous voyez que la bague a été montée à l'envers. Alors là, il ne s'est pas déconnecté, hein, en tout cas pas encore, mais c'est évident que si vous montez la bague à l'envers, bah, c'est pas ce que recommande le fabricant et vous prenez un risque. Alors les ruptures, par contre, là, c'est le cathéter, il est cassé. Et donc, il reste un petit morceau qui est accroché au niveau de la chambre. Ici, vous voyez une rupture donc, dans la pince costoclaviculaire. Ici, vous avez une autre rupture avec une extravasation de produit de contraste. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il s'est rompu, celui-là. C'est peut-être de l'usure, je ne sais pas. Ici, vous avez une fissure d'un modèle où vous voyez que le cathéter partait à angle droit par rapport au raccord. Et c'est un raccord qui est un petit peu agressif. Donc quand ça part à angle droit juste au niveau de la sortie, et ben, ça finit par s'user et ça peut finir par se rompre. Donc attention à la terminologie, essayez de bien faire préciser aux déclarants, est-ce que c'est une rupture, est-ce que c'est une déconnexion, parce que c'est pas pareil. Et pour savoir ça, le plus simple, j'arrive pas à m'y faire la flèche. Le plus simple, c'est de récupérer absolument le dispositif. Malheureusement, parfois, il est jeté. Si vous n'avez pas le dispositif, essayez de demander aux déclarants de faire des photos et de les envoyer. Et puis surtout, il faut récupérer les radios quand il y en a. Et il faut que quelqu'un les regarde et les interprète. Alors, deuxième exemple, donc le cathéter veineux central néonatal. Donc, le déclarant a déclaré 4 événements, en fait. Donc, le plus grave, c'est celui-ci, pose d'un cathéter de 28 gauche chez un nouveau-né de 760 grammes. Je lui demanderai de retenir les poids. 6 jours plus tard, il est utilisé. Sur la radio de contrôle, il dit que le cathéter n'est pas visible. On ne voit pas très bien jusqu'où il va. En tout cas, 6 jours plus tard, l'enfant fait une tamponnade, c'est-à-dire un épanchement péricardique, et il va décéder le lendemain. C'est un enfant prématuré qui ne devait pas être très en forme de toute façon. Deuxième déclaration, pareil, 7 jours après la pose d'un 28 gauche, une tamponnade, là il y a une ponction péricardique et l'enfant guéri, il y a une évolution clinique favorable. Et le déclarant en profite pour déclarer 2 événements avec des prémicates où au bout de 6 jours à 10 jours, le trajet au niveau du bras était induré avec un œdème du membre supérieur. Et là je vous demande de regarder les poids, 1900 grammes, 1280 grammes. L'avis du fabricant, c'est une complication qui est connue, la tamponnade. Hein. Ce sont des complications rares, mais bien connues des cathéters utilisés chez les nouveau-nés, particulièrement sur les cathéters en polyuréthane. Et il faut il met en garde dans sa documentation, il est absolument nécessaire de vérifier la position du cathéter à intervalles réguliers tout au long de son utilisation. Et là encore, il y a une circulaire de 2002 qui privilégie, alors, les cathéters
épicutanes et aux caves, ils sont soit en silicone, qui n'est pas traumatique du tout, jusqu'à 24-26 gauges. Je ne sais pas s'il y a des 26 gauges qui existent, en tout cas les 24 existent. Et puis, pour des diamètres plus petits, c'est impossible de faire ça en silicone. Vous êtes obligé d'utiliser du polyuréthane qui est beaucoup plus rigide. Et donc, les 27 et 28 gauges sont en polyuréthane, et le polyuréthane est rigide. Il ne faut jamais les poser dans les cavités cardiaques. Les cavités cardiaques d'un nouveau-né prématuré sont extrêmement fragiles. Et il y a une circulaire qui recommande de poser les cathéters à la jonction veine cave oreillette et jamais dans les cavités cardiaques, et qui recommande de réserver les cathéters donc en polyuréthane un peu agressif à des nouveau-nés de poids inférieur à 800 grammes. Alors si on reprend les déclarations des 4 événements, il y avait 2 problèmes d'induration, œdème, mauvaise tolérance au niveau du bras. Ça, c'est un aléa thérapeutique, hein, il n'y a pas d'erreur d'utilisation là-dedans, mais moi je note que quand même ils ont posé des 28 gauches sur des nouveau-nés qui faisaient plus de 1 kg, donc normalement ce n'était pas les cathéters qu'il fallait poser. Je ne leur jette pas la pierre parce que je suis extrêmement admiratif quand je vois des gens poser des cathéters de 28 gauches sur des prématurés de 800 grammes, je ne sais pas comment ils font. Et quant aux 2 tamponnades, eh ben, la documentation du fabricant, elle met clairement en garde contre le risque. Et puis, il y a une circulaire, donc c'est pas un défaut du matériel. Est-ce que c'est un mésusage parce que le cathéter a été poussé trop loin? On ne sait pas parce qu'on n'a pas les radios. Est-ce que c'est un aléa thérapeutique? C'est des prématurés qui sont fragiles, avec des vaisseaux fragiles. Et finalement, l'évaluateur s'est pas mouillé. À mon avis, c'est pas mal. Il a eu raison. Il est resté dans la cause non retrouvée. On ne peut pas affirmer qu'il y avait une mauvaise utilisation. Ensuite, le midline. Alors, la déclaration, lors d'une pause de midline, le guide s'est retrouvé entièrement dans la veine, impossibilité de le récupérer. Enfin, en gros, ils ont perdu le guide en posant le midline. Et il a fallu aller le rechercher chirurgicalement. Le déclarant, il est extrêmement honnête, puisqu'il dit il semble s'agir d'une erreur de manipulation. Donc il dit bah voilà, j'ai fait une erreur de manipulation, mais il y aura peut-être un défaut du dispositif parce que ça ne devrait pas arriver. La NSM reprend à peu près la même argumentation en disant qu'il n'y a pas de sécurité qui permet au guide de rester bloqué avant de monter dans le cathéter. Alors, ça c'est pas tout à fait exact, c'est pas le guide qu'on doit monter dans le cathéter, c'est le cathéter qu'on monte sur le guide. Bon, enfin. En tout cas, on risque de perdre le guide parce qu'il n'y a pas de sécurité. Alors, comment ça se met un midline? Alors, je n'avais pas de midline adulte, donc j'avais que des midlines pédiatriques à vous montrer, mais c'est le même principe, c'est la même marque. Mais c'est le midline pédiatrique, donc 3 French, 10 cm de long. Midline de 10 cm, avec son prolongateur, ça fait 18 cm. Et le guide qui est fourni avec, il fait 29 cm. Donc, quand vous posez un midline, bah, vous piquez la veine avec l'aiguille et puis vous montez le guide. Et puis, on a toujours peur de perdre la veine, de ne pas être dedans. Donc, on en monte beaucoup du guide. On en monte beaucoup plus qu'il ne faudrait. Et le deuxième temps, c'est qu'après, il faut monter le cathéter sur le guide. Et quand on a monté son guide un petit peu loin, bah, vous voyez, il ne dépasse pas, il ne sort pas du cathéter, il est dans le prolongateur du cathéter, du midline. Et donc, quand vous allez pousser le midline, eh ben, vous allez envoyer le guide dans la circulation. Or, vous pouvez éviter ça en faisant sortir le guide au bout du prolongateur, puisque vous voyez que quand vous faites sortir le guide au bout du prolongateur, ben, il vous reste quand même pas mal de centimètres dans la veine, donc vous ne risquez pas de perdre la veine. Et là où la NSM se trompe un tout petit peu, c'est que s'il y a un système qui permet de bloquer le guide, il y a un clamp. Donc quand vous faites ça, ben, vous pouvez tout à fait clamper ici, et comme ça le guide va rester solidaire du cathé, et il ne pourra pas partir. Donc j'ai un petit peu corrigé la conclusion de l'évaluateur. Il n'y a pas de mauvaise conception du matériel, et comme le déclarant l'a dit lui-même, il s'agit d'une maladresse pendant la pause, donc c'est un mésusage ou erreur d'utilisation, je ne sais pas comment il faut dire ça. J'ai un petit dernier sur les midlines. Infection de midline posée en septembre 2020 pour un cancer du poumon. Début des symptômes, février 2021. Identification d'une bactériémie, etc., etc. Infection de midline. Alors, c'est quand même un tout petit peu surprenant, un midline qui a été laissé en place 5 mois, alors que c'est fait pour être, en général, on les laisse en place 4 semaines. On peut les laisser plus, 5 semaines, 6 semaines.
Mais 5 mois, alors là, c'est vraiment une erreur d'utilisation. Alors, est-ce il y a une confusion entre midline et peakline? Vous savez qu'extérieurement, ça se ressemble. Et des fois, c'est pas évident de faire la différence. Donc, est-ce qu'il y a une confusion? En tout cas, quand ils ont déclaré, ils ne se sont pas posé trop la question. Quant à l'infection, sepsis sur un cathé, c'est un aléa thérapeutique tout à fait banal. Si on se met à déclarer toutes les infections sur les cathés, on va inonder la NSM. C'est pas, on n'est pas, moi, à mon avis, ça n'a pas arrivé en matériaux vigilants, ce genre de déclaration. Je vais finir avec, je me suis permis une petite comparaison. J'ai repris les 166 incidents critiques et sévères donc, de la NSM entre 2020 et 2021, et j'ai repris une thèse de pharmacie qu'une de nos internes avait faite, que j'avais dirigée dans les années 2001-2003, c'était quand j'étais expert à l'AFSAPS, où on s'était intéressé aux incidents sévères et critiques survenant sur les chambres implantables. Alors, c'est pas complètement comparable, puisque là, il y a des chambres et des cathéters et des prolongateurs. Ici, il n'y a que des chambres. Mais bon, c'est quand même intéressant. Erreur d'utilisation, mes usages, vous voyez on est à peu près dans les mêmes chiffres. Là où ça change, les défauts du dispositif, eh ben, on en trouvait beaucoup plus. Et puis nous, on avait fait une case en plus qui s'appelait « Mes usages plus défauts du dispositif ». C'est-à-dire, ça n'a pas été bien manipulé, mais le dispositif pourrait être amélioré. Et là, vous voyez, on y en avait quand même pas mal, et quand on les rajoute dans leurs catégories respectives, on arrive à 50% des usages et surtout 30% de défauts dispositifs par rapport à 4%. Cause non retrouvée, 52%, 27%. En fait, on allait très très loin. Nous, on se mouillait, je crois, on se mouillait pour trouver une cause. On demandait surtout les éléments, les radios, les photos, les matériaux, et vraiment, on y passait beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi tant de défauts du dispositif par rapport à ça? Deux explications. Alors, la première, c'est qu'effectivement, on allait vraiment au bout des choses et on essayait de dépister les défauts du dispositif. Et l'autre explication, c'est que les fabricants, ils sont de bonne volonté, ils ne sont pas idiots. Quand on leur remonte des défauts de leur matériel, eh ben, ils les améliorent en général. Ils les améliorent, et vous allez voir les quelques exemples que je vais vous montrer après, ils ont tous disparu du marché pratiquement. Voilà quelques exemples de défauts de dispositifs. Ça, c'était une chambre de marque américaine avec un fond en plastique, et de temps en temps, il est arrivé que quand on appuyait trop sur l'aiguille de Huber, on faisait un trou dans le fond en plastique, et vous voyez que quand j'injecte du sérum physiologique, ça sort par un petit trou, donc ça va vous donner une extravasation avec la chimiothérapie. C'est une chambre qui a disparu du commerce, celle-là. Hein. Là, pareil, c'est aussi une marque américaine. Et vous voyez qu'il y avait un raccord métallique qui était extrêmement agressif pour un cathéter en polyuréthane un petit peu fragile. Et surtout, le raccord était beaucoup trop gros pour le cathéter. Et les cathéters se fissuraient à ce niveau-là, avec un certain nombre de ruptures à l'appareil d'extravasation. Pareil, c'est un modèle qui, à mon avis, a disparu du marché français. Alors, souvent, ils disent c'est pas le fabricant qui les retire, c'est les utilisateurs qui finissent par ne plus ils changent de marque, quoi. Ça, c'était un modèle français qui a disparu aussi, qui n'est plus vendu, et il avait la mauvaise habitude le septum avait la mauvaise habitude de temps en temps de se désinsérer. Donc, vous voyez, c'était vraiment pas de la très bonne qualité, il a disparu. Ça, c'est aussi une chambre fabriquée en France qui avait pour particularité d'être vendue, de ne pas être vendue en France, mais d'être vendue à l'international, en particulier au Japon. Et donc, c'était un montage manuel par le fabricant avec un boîtier en plastique et puis un petit raccord métallique sur lequel vient s'insérer le cathéter. Et il y a eu tout un lot où la personne qui était chargée de faire ce petit montage les a montés à l'envers, a monté les raccords à l'envers, et donc il y a des cathéters qui se sont détachés. La déclaration, elle venait du Japon. C'est les Japonais qui ont déclaré ça. Alors, il faut voir comment ils font des déclarations. Ça fait peur. Hein. C'est qu'on a l'impression qu'ils vont vous envoyer les Yakuza pour vous faire la peau. C'était assez... Elle me fait beaucoup rire, cette déclaration. Et ça, c'était une marque américaine également de chambre. Et vous voyez qu'il y a une inadéquation complète entre le guide et le dilatateur, qui a un diamètre beaucoup plus important que le guide. C'est-à-dire que lorsqu'on le montait sur le guide, eh bien, il s'écornait un petit peu en passant la peau, et après, il déchirait la paroi de la veine. Enfin, il ne déchirait pas toujours, mais c'était un risque qui pouvait déchirer la paroi de la veine. Ça a été corrigé également par le fabricant. Un jour, il y a une Américaine qui est venue me voir à l'hôpital
de chez Bard, et donc elle est venue me voir, et puis on a discuté, je lui ai montré le problème, parce que ça faisait 1 an que je faisais remonter le problème, et donc elle a regardé, ouais, et puis à la fin elle a dit oui, vous avez raison, et le problème a été réglé 1 mois plus tard, voilà. Et je vous raconte ça parce que quand elle est partie, elle m'a donné sa carte, et sur sa carte c'était marqué Amy Irving, Bard Industries, président. C'est-à-dire que ça, c'est très américain. C'est que le président de Bard, il est capable d'aller rentrer dans un bloc opératoire en France pour voir quel est le problème. C'est très américain. Voilà, c'est tout. Je crois que malheureusement, j'ai débordé légèrement. Je voulais un peu insister sur le fait que dans tous les cas, il faut vraiment essayer de récupérer les dispositifs, récupérer les diapos et essayer de les analyser. Et je vous remercie de votre attention. J'ai perdu 5 minutes.